Merci. Bonjour à tous et bienvenue pour cette fin de matinée. Alors, en ce qui concerne l'actualité sociale, comme d'habitude, il y a énormément de choses à dire. Il y a aussi énormément de choses en suspens avec la crise politique actuelle, où on s'attendait à plein de choses, en tout cas à plein de réformes qui auraient dû passer soit cet été, soit en ce début d'automne. Et en fait, il n'en est rien. Tout est presque en suspens pour le moment. Alors, j'ai essayé de faire un tri par rapport à ce qui est passé et applicable depuis cet été, ce qui est applicable depuis le 1er septembre, les quelques petites choses qui ont pu passer, et puis tous les chantiers inachevés. Bien sûr, je vais aborder la problématique des congés payés, puisqu'on a à nouveau cette année 2 arrêts majeurs, entre guillemets, mais finalement, je pense que la plupart des entreprises s'étaient quand même préparées à l'évolution de la jurisprudence suite à la loi de 2024 concernant la fameuse question des congés payés et de la maladie. Donc, on en a entendu beaucoup parler au début du mois de septembre, mais vous verrez, ce n'est pas si impactant que cela. Donc, je vous expliquerai pourquoi. Donc, on va commencer par... Ah, mais ça ne marche pas, en fait, sur le support. Sur l'écran, ça ne passe pas. Moi, j'avance, mais ça reste bloqué. Ouais, c'est bon. Je ne touche plus à rien, à part cette petite flèche. Donc, une information rapide concernant la réforme du financement de l'apprentissage. Donc, depuis 2 décrets en juin 2025 qui sont venus fixer à 750 € la forfaitaire, donc la participation pour les employeurs du financement des contrats d'apprentissage pour tout ce qui concerne les diplômes niveau 6 et plus, c'est-à-dire Bac plus 3. Donc aujourd'hui, vous avez une participation qui est forfaitaire et plafonnée à 750 €. Le reste à charge. Et puis, le décret vient également indiquer qu'en ce qui concerne les formations qui sont faites au moins à 80% en distanciel, eh bien, vous allez avoir un montant réduit pour la participation à hauteur de 20% pour toutes ces formations. Donc, je passe rapidement sur ces 2 décrets. Ce sont les 2 mesures majeures. Tous les nouveaux modèles, normalement, sont mis à jour et accessibles sur le site du ministère du Travail. Ensuite, une information assez intéressante et importante à prévoir, c'est-à-dire que les passeports de prévention, vous savez, où sont répertoriées les actions de formation qui sont suivies par les salariés en matière de santé et sécurité au travail, on a un décret du 1er août qui précise les modalités de déclaration par les organismes de formation. Et pour vous, plus tard, employeur, vous pourrez également avoir accès à ce passeport prévention des salariés. Et lorsque vous leur ferez suivre des formations en interne en matière de santé, sécurité au travail, il faudra alimenter leur passeport de prévention. Ce qu'on ne sait pas trop encore, c'est comment le salarié pourra autoriser son employeur à avoir accès aux informations qui sont contenues dans son passeport de prévention et notamment concernant les formations que lui-même aura éventuellement suivies en dehors de celles qui lui auront été proposées et dispensées en interne par l'entreprise. Donc tout ça, ça va être à découvrir et à affiner. Et en tout cas, le dispositif va être ouvert normalement aux employeurs à compter du 1er trimestre 2026. Pareil, un petit temps fort de l'été 2025 concernant toujours la formation avec le CPF. Les actions de valorisation des acquis et de l'expérience vont désormais être éligibles au CPF. Donc ça va pouvoir être financé par le CPF et l'arrêté et le décret définissent bien évidemment les personnes qui vont être habilitées
à faire ces actions de VAE pour pouvoir ensuite, donc leur certification, pour qu'elles soient prises en charge par le CPF. Je vous rappelle que lorsque le salarié veut utiliser son CPF désormais, aujourd'hui, en 2025, il doit faire une participation forfaitaire de sa poche à hauteur de 102 et quelques centimes d'euros. Donc tout n'est pas pris en charge. Il y a encore un petit reste à charge pour le salarié par rapport aux actions financées via le CPF. Ensuite, ça c'est vraiment à la marge, mais c'est important quand même, malgré tout, 2 arrêtés de représentativité. Donc, où à nouveau, nous avons la CFDT qui arrive en tête au niveau des organisations syndicales de salariés, suivi de la CGT, FO, voilà, vous savez lire, tout comme moi. Donc voilà, l'ordre d'arrivée des organisations syndicales représentatives au niveau national dans toutes les entreprises. Et je vous ai mis également les organisations syndicales patronales qui sont représentatives aujourd'hui sur le territoire français. Ensuite, et ça c'est important parce que la sanction financière peut être élevée pour la personne morale, c'est-à-dire à hauteur de 3 750 €, et pour la personne physique à hauteur de 750 €, il va falloir que vous puissiez vérifier si la signalétique de l'interdiction de fumer est conforme au nouveau modèle. Donc, cette signalétique, elle est à disposition sur le site du ministère du Travail. Vous allez voir, on a plusieurs modèles. Et l'arrêté qui a été publié au JO vient indiquer que si vous avez déjà une signalétique, eh bien celle-ci peut continuer à être valide à partir du moment où elle remplit certaines conditions. Donc, soit elle n'est pas du tout valide et vous avez peu de temps pour vous mettre en conformité sous peine d'amende, soit elle est valide et à ce moment-là, vous pouvez la laisser en place et ne pas la changer. En tout cas, retenez bien que, bien évidemment, votre signalétique doit mentionner l'interdiction de fumer. Elle doit mentionner également l'article du Code de la santé publique qui est associé à cette interdiction, le numéro national d'aide à l'arrêt tabac info-service et les sanctions prévues en cas d'infraction de la personne qui fumerait alors que c'est interdit. Pour rappel, l'amende est de 135 €. À nouveau, et ce n'est pas une surprise, le fameux bulletin de salaire rénové et donc son utilisation est repoussée au 1er janvier 2027. Donc, soit vous aviez déjà anticipé et depuis 2023, vous êtes sous le nouveau modèle, soit vous étiez encore avec le modèle intermédiaire. Si c'est le cas, vous pouvez encore continuer à l'utiliser jusqu'en 2027. Après, on ne sait toujours pas, puisque de mois en mois, on repousse l'échéance, peut-être que ça sera finalement abandonné. Ça va, je ne vais pas trop vite? Bon. Alors, à compter du 1er septembre, depuis d'ailleurs le 1er septembre 2025, une bonne nouvelle pour les salariés qui ont eu plus de 60 ans après le 1er septembre 2025 et qui voudraient éventuellement bénéficier du dispositif de retraite progressive. Pour rappel, la retraite progressive, c'est je perçois partiellement ma retraite et je peux avoir une réduction de mon activité, mais qui est encadrée entre 40% de la durée légale du travail et 80%. C'est-à-dire je ne peux pas je ne peux pas travailler moins de 40% de 35 heures et je ne peux pas travailler plus de 80% de 35 heures pour pouvoir bénéficier du dispositif de retraite progressive. Donc jusqu'à présent, on avait, avec la réforme des retraites, cette retraite progressive, elle suivait en fait le régime de l'augmentation de l'âge par rapport au départ à la retraite en fonction de l'année de naissance. Donc on ne pouvait partir à la retraite en fonction de son progressive, en fonction de son année de naissance qu'entre 60 et 62. Or, retour en arrière, depuis le 1er septembre, tous les salariés qui vont avoir 60 ans à compter du 1er septembre 2025 vont pouvoir bénéficier de ce dispositif de retraite progressive, mais bien évidemment à la condition d'avoir quand même validé un certain nombre de trimestres, c'est-à-dire 150. Et à partir de là, si on a 60 ans, si on a 150 trimestres validés, si on travaille entre 40 et 80%
au sein de l'entreprise, eh bien, on peut bénéficier de la retraite progressive si on le souhaite. Oui. Alors, pour les personnes au forfait jour, ça va être pour l'instant, ça n'a pas encore été décidé, puisque le salarié au forfait jour, normalement, il n'est pas considéré comme salarié à temps partiel. Bon. Mais par analogie, je pense qu'on pourrait considérer qu'on peut, malgré tout, faire un prorata des 218 jours, puisque c'est la durée légale des forfaits jours, 218 jours, faire un prorata et pourquoi pas faire un rescrit, c'est-à-dire solliciter la caisse de retraite pour savoir si c'est applicable. Ensuite, on passe au chantier inachevé. Bon, c'est dommage parce qu'il y avait plein de choses sympas. Le projet de transition des accords nationaux interprofessionnels de 2024 et de 2025. Alors, ça concerne 3 volets. Le volet de l'emploi des seniors, le volet du dialogue social et le volet des reconversions professionnelles. Sur le volet de l'emploi des seniors, c'est important puisqu'il y a plein de dispositions qui sont prévues dans cet accord national interprofessionnel par rapport aux salariés âgés de plus de 45 ans. Avec, je vous le rappelle, normalement, vous êtes censé faire passer une visite médicale de mi-carrière qu'il va falloir mettre en lien avec le fameux entretien de mi-carrière à partir de 45 ans, etc., etc. Et pour l'instant, c'est en suspens. On attend on attend la loi de transposition de cette année qui, normalement, avait repris mot pour mot l'accord national interprofessionnel pour valoriser l'emploi des seniors. Bon, seniors, plus de 45 ans, vous m'excuserez, mais ce n'est pas moi qui l'ai défini. J'en fais partie aussi, donc pas de souci. Alors, ensuite, ce que j'ai voulu également noter, c'est que surtout, j'ai été un petit peu trop vite comme d'habitude, sur ces accords nationaux interprofessionnels, on a dans les tuyaux une modification de notre fameux entretien professionnel qui va s'appeler l'entretien de parcours professionnel et où on sait qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises, vous êtes censé le faire. Dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, si vous n'avez pas fait l'entretien bilan à 6 ans, c'est une sanction qui est relativement lourde puisque vous devez abonder de 3 000 € le CPF de chaque salarié et que si jamais l'inspection du travail s'en mêle, c'est aussi une amende de 3 000 € que vous devez verser sans que ça bénéficie aux salariés. Bon, alors, ils ont prévu, et ça, normalement, c'est dans l'accord national interprofessionnel, que cette régularité de tous les 2 ans et l'entretien bilan à 6 ans soit modifiée et on passerait à un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans avec un entretien bilan à 8 ans. Donc ça, si on pouvait avoir si on pouvait avoir la loi de transposition assez rapidement, ça serait quand même assez sympa pour les RH, parce que lorsqu'on a 300, 500, 600, 700 salariés, de faire les entretiens professionnels, en fait, on fait que ça. Donc, et puis, bon, la sanction à la clé est importante, si jamais on a loupé un truc. Donc, voilà, tout ça, c'est dans les tuyaux. Et puis, en ce qui concerne l'accord national interprofessionnel concernant le dialogue social, ce qui est prévu, c'est qu'il n'y ait pas de limitation de renouvellement des mandats. Vous savez que depuis 2017, les élus ne peuvent pas cumuler plus de mémoire de 3 mandats à la suite. Et là, en fait, cette limite serait annulée. Elle disparaîtrait du Code du travail. Voilà en gros les grandes lignes. Je ne peux malheureusement pas m'étendre plus sur ces sujets, mais en tout cas, soyez vigilants à ces 3 accords nationaux interprofessionnels. Ensuite, ce qui n'est pas encore abouti, c'est la dérogation au chômage du 1er mai, puisqu'on devait élargir, enfin en tout cas le projet prévoyait d'élargir les dérogations à l'ensemble des établissements qui aujourd'hui bénéficient d'une dérogation au travail dominical. Donc on devait calquer les dérogations au chômage du 1er mai
par rapport aux établissements qui en bénéficient déjà sur le repos dominical. Bien évidemment, il y avait des contreparties qui étaient prévues, qui sont prévues normalement, à savoir le doublement du salaire pour les salariés qui travailleraient cette journée du 1er mai avec un repos. Et bien évidemment, il est aussi prévu qu'il y ait du dialogue social pour que les représentants du personnel puissent négocier des contreparties intéressantes pour tous ces salariés qui, avec la précision, seraient nécessairement volontaires pour travailler le 1er mai. Ça ne serait pas imposé. Ensuite, la collecte de sang sur le temps de travail. Ça, je l'avais également évoqué lors des webinaires en juillet. C'est en suspens pour le moment. Sachez quand même que ceux qui n'ont pas assisté à ce webinaire, ce qui est prévu, c'est que les salariés puissent se rendre 8 fois par an sur leur temps de travail, rémunéré comme du temps de travail, aux collectes de sang au plus proche de leur lieu de travail, et bien évidemment avec des conditions de justifier qui sont bien aller se donner leur sang pour pouvoir bénéficier de cette modalité. Ensuite, tout ce qui concerne à nouveau le bonus-malus sur les contributions d'assurance chômage, c'est en suspens. Le projet de décret qui prévoit de modifier l'ordre de mobilisation des droits inscrits sur le CPF et d'utiliser d'abord les abondements, c'est pareil, c'est en suspens. Et enfin, tout ce qui concerne les mesures de contrôle, les mesures procédurales en matière de contrôle et de recouvrement des URSSAF. Tout ça, c'est pas abouti. On attend et je pense qu'on va encore attendre un petit peu que tout ça se règle. Puis là, je vous en... voilà, c'est assez important puisque la loi renforçant la lutte contre la fraude, même sanction, ça devait être déposé, c'est en cours. La réforme des titres restaurants pour pérenniser l'application, en tout cas permettant l'achat de produits alimentaires non directement consommables qui pour l'instant a une durée déterminée, ça devait être pérennisé, c'est en suspens. Et tout comme l'allocation sociale unique dans le cadre du budget 2026, etc. Bon, bref, on attend et on est vigilant parce qu'à n'importe quel moment, ça peut sortir malgré tout. En revanche, là où on n'attend plus, c'est la réduction générale de cotisation patronale. On a le décret du 4 septembre 2025 qui a été publié au journal officiel et ça y est, nous avons à mettre en place à compter du 1er janvier 2026 la réduction générale dégressive unique. Alors, je vous ai repris les grandes lignes de cette reconfiguration de la réduction générale, donc à appliquer à compter du 1er janvier 2026. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est plus à un plafond de 1,6 SMIC, mais 3 SMIC aujourd'hui, en tout cas à compter de l'année prochaine. Je vous ai remis aussi, je ne vais pas vous la redétailler, la formule qui était applicable et celle qu'il va falloir appliquer à compter du 1er janvier. Ouais, je suis obligée d'aller vite, je suis désolée. Donc, vous avez aussi une nouvelle formule du coefficient. Donc, ça va être des nouveaux réflexes à avoir et avec une ventilation du montant de la réduction. Je passe assez vite sur cette notion, mais je pense que vous l'avez de toute façon d'ores et déjà travaillé. Et puis, c'est une formule de calcul. Donc, ce n'est pas la peine non plus que j'aille dans le détail. En revanche, en ce qui concerne les frais professionnels, on a un arrêté où il y a deux notions. Il y a la notion de la disparition de la déduction forfaitaire pour les frais spécifiques pour les frais professionnels. Alors aujourd'hui, il va y avoir deux vitesses, c'est-à-dire que pour une certaine catégorie d'activités, la déduction forfaitaire spécifique va s'arrêter au 1er janvier 2032 et pour d'autres activités, on va s'étaler jusqu'en 2038.
Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va vers, de toute façon, une suppression totale de la déduction forfaitaire pour les frais professionnels. Et en attendant, on a une dégressivité de cette déduction de 3 points à chaque fois. C'est-à-dire que si vous bénéficiez dans votre secteur d'activité, par exemple, d'une déduction forfaitaire spécifique à hauteur de 20%, à compter du 1er janvier 2026, vous serez à 17% et ainsi de suite, juste pour arriver à 0 en 2032. Ensuite, intégration de certains frais de télétravail uniquement qui étaient prévus par le BOSS jusqu'alors, eh bien, sont prévus par arrêté, donc qui donne bien évidemment les conditions pour pouvoir bénéficier de ces frais de télétravail et le fait que ce ne soit pas soumis à cotisation, que ce soit considéré comme des vrais frais professionnels, avec des limites, enfin avec un plafond par jour ou par mois. Donc je voulais renoter de télétravail. Donc au maximum, si vous avez un salarié qui est tout le temps en télétravail, eh bien vous ne pourrez déduire que la somme de 71,50 € des cotisations au titre des frais professionnels pour télétravail. Ça va? Je ne vais pas trop vite, vous arrivez toujours à suivre. Hop. Autre modification qui concerne la mobilité professionnelle. Alors, ça ne va pas changer grand-chose, je vous l'avoue, mais pour l'instant, voilà, c'est contenu quand même dans l'arrêté. C'est-à-dire qu'on a supprimé la référence de la distance kilométrique pour considérer que le salarié a droit à des frais pour mobilité professionnelle. Puisque le BOSS indiquait déjà que de toute façon, à partir du moment où il y avait plus d'1h30 de trajet pour rejoindre son domicile, eh bien, c'était soit 50 km, soit 1h30 de trajet, pour considérer qu'il était en mobilité professionnelle. L'arrêté supprime cette référence à 50 km et donc reste le temps de trajet de 1h30. Et autre modification, avant on pouvait considérer qu'il était en grand déplacement, le salarié, pour pouvoir déduire des indemnités de l'assiette de cotisation. Et en réalité, on pouvait le faire pendant 6 ans. Et aujourd'hui, cet arrêté vient nous dire non, on arrête à 5 ans. C'est 60 mois maximum. Au-delà de 60 mois, on considère qu'il n'est plus en mobilité, plus en grand déplacement. Pardon. Bon, les entretiens professionnels, j'en ai déjà parlé, donc pas de souci. Ouais, j'avais un peu plus développé sur l'entretien professionnel, mais je pense que compte tenu du fait que mon intervention a été décalée et qu'on m'a dit que je n'avais pas le droit de dépasser parce que vous allez tous avoir très faim, eh bien, je passe un petit peu sur ces slides. D'accord ? En tout cas, sachez que oui, il va y avoir normalement, l'entretien professionnel devrait être réformé en profondeur. Autre, quand même, un point qui est important, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Cet accord national interprofessionnel prévoit que, normalement, vous savez, vous devez faire cet entretien lorsque le salarié a été en absence assez longue, style congé maternité, etc. Et même s'il a bénéficié, c'est en tout cas en l'état actuel, même s'il a bénéficié juste avant son départ en congé maternité, par exemple, de son entretien professionnel. À son retour, vous êtes obligé de le refaire. Or là, l'accord national prévoit quand même qu'à partir du moment où il a bénéficié, par rapport à sa date de retour, les 12 mois précédents d'un entretien, vous n'avez pas à le refaire. Donc ça devrait vous soulager un petit peu. Voilà. Ensuite, une information concernant la transparence salariale. Il va falloir vous y préparer parce que la France est censée prendre une loi qui va venir appliquer la directive européenne, et ce avant le 7 juin 2026. J'étais en train de confondre avec une autre chose. Donc, d'ici le 7 juin 2026, cette directive européenne sur la transparence salariale devrait être applicable en France. Bon. Et donc, ça va avoir un impact
au sein de l'ensemble des entreprises, puisque normalement, il va y avoir 2 nouvelles obligations pour les employeurs français. C'est-à-dire que les candidats à un poste vont avoir la possibilité de recevoir une information qui va concerner la rémunération moyenne qui est appliquée dans l'entreprise par rapport au poste proposé. Donc, ce qui est préconisé d'ailleurs, c'est que dans les offres d'emploi, eh bien, pour pouvoir répondre à cette exigence de la directive transparence salariale, vous puissiez indiquer dans l'offre d'emploi eh bien, la rémunération moyenne par rapport à la rémunération que vous proposez dans votre offre. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, lorsque le salarié est en poste, eh bien, il va être en droit de solliciter des informations sur le salaire médian de ses collègues. Bien évidemment, vous n'allez pas donner une information individualisée, mais en tout cas sur le salaire médian des collègues, hommes et femmes, qui occupent à peu près le même poste. Donc ça, il va falloir bien évidemment que vous puissiez en justifier et faire des tableaux comparatifs, etc. et avoir en fait une feuille de route pour pouvoir répondre à ces obligations. Et ce qui est également envisagé, c'est que l'index égalité homme-femme évolue. Aujourd'hui, vous êtes obligé, entreprise, en fonction de votre effectif, de publier votre index égalité homme-femme. Vous avez 5 critères pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Eh bien, l'index égalité homme-femme va sûrement évoluer, puisqu'il va falloir s'y mettre pour les entreprises de moins de 100 salariés. Il va falloir également appliquer 7 critères au lieu de 5. Et toute cette notion de salaire médian et d'écart de salaire médian va devoir être intégrée dans l'index égalité homme-femme qu'il va falloir publier. Donc, l'idée, c'est de se préparer parce que, effectivement, même si aujourd'hui, au niveau politique et par rapport aux réformes, on a plein de choses qui sont inachevées, on n'est pas à l'abri que de manière très rapide, le gouvernement futur eh bien, prenne un décret pour pouvoir appliquer cette directive et que le 7 juin 2026, c'est demain. Donc quand il faut faire tout ce travail en amont de répertorier pour pouvoir effectivement justifier qu'il n'y a pas d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, notamment par rapport au poste, ça représente un petit peu de travail quand même. D'autant plus que, oui, la directive renverse la charge de la preuve lorsque l'employeur ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de transparence salariale. C'est-à-dire que si jamais un salarié se plaint en disant « moi, j'estime que je suis victime de discrimination et d'inégalité de traitement », il va falloir, ce n'est pas à cette personne de rapporter la preuve que c'est exact, mais ce sera à vous, employeur, de rapporter la preuve que nenni, il n'y a pas de discrimination avec des critères, bien évidemment, prédéfinis, prédéterminés et objectifs. Ça, on en a déjà parlé, donc je passe. Autre information qui est importante, c'est que le Conseil d'État, malgré le recours des organisations syndicales suite au décret qui est passé il y a quelques mois, concernant le refus de CDI après CDD. Vous savez que ce qui est prévu en lien avec France Travail, c'est que lorsque vous avez un salarié qui va refuser après son CDD 2 fois un CDI, vous devez, employeur, le déclarer à France Travail et ça lui sucre, si vous me permettez l'expression, ses indemnités France Travail. En tout cas, il n'a pas droit. Donc les organisations syndicales de salariés étaient vent debout contre ce dispositif. On saisit le Conseil d'État en disant que c'était inconstitutionnel. Et finalement, le Conseil d'État a dit non, il n'y a pas d'excès de pouvoir, c'est parfaitement conforme à la réglementation et c'est possible. Donc, aujourd'hui, lorsque vous avez un salarié qui refuse pendant 12 mois 2 propositions de CDI, eh bien, vous devez le déclarer à France Travail. Alors, il y a des conditions à respecter. Il va falloir prouver que vous l'avez fait par tout moyen et que vous en avez date certaine. Il va falloir lui laisser
un délai raisonnable pour pouvoir répondre. C'est quoi le délai raisonnable? C'est toujours la même problématique. Est-ce qu'une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, délai raisonnable? Par expérience, la jurisprudence considère que 15 jours, entre 15 jours et un mois, on est dans un délai raisonnable pour qu'un salarié puisse se prononcer sur une proposition quelconque. Donc là, voilà, à vous de voir comment vous allez pouvoir gérer cette nouvelle obligation et si vous allez vouloir la mettre en œuvre. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de votre part. Enfin, en tout cas, pour l'employeur. Je vous rappelle également que depuis le 1er octobre, il y a une modification concernant non seulement, bien sûr, et là c'est plutôt depuis le 1er septembre, mais l'utilisation des CERFA sécurisés pour les arrêts maladie. Voilà, si jamais la CEPAM reçoit des arrêts maladie non conformes aujourd'hui, eh bien, elle refuse la prise en charge. Donc, soyez vigilants parce que normalement, si vous avez avancé, vous êtes en subrogation, que vous avancez et vous payez et qu'au final, la Sécu part du principe que elle n'a pas reçu le CERFA. Le CERFA sécurisé, elle ne versera pas les indemnités journalières. D'accord ? Donc, soyez vigilants là-dessus. Ensuite, autre info, le remplacement du suivi médical de certains salariés, le suivi médical renforcé. Il y a des choses qui bougent à compter, depuis le 1er octobre par rapport à la liste des bénéficiaires. Donc, les travailleurs qui sont affectés à un poste qui nécessite une autorisation de conduite délivrée par l'employeur pour l'utilisation de certains équipements et pour les travailleurs habilités par l'employeur à réaliser des travaux sous tension. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir cette validation par le médecin du travail. En revanche, c'est remplacé par une attestation d'absence de contre-indication médicale. Voilà. Donc, tout un poème. Est-ce que c'est bon pour cette partie légale? Bon, je suis allée très vite, j'avoue, mais voilà. Alors, on va passer un tout petit peu de temps sur cet arrêt. Et j'ai pris la décision de vous présenter d'abord l'arrêt qui concerne le calcul des heures supplémentaires par rapport aux congés payés. Alors, on se place dans une situation particulière, c'est-à-dire que là, le salarié doit travailler 35 heures par semaine, d'accord ? On n'est pas sur de l'annualisation, on n'est pas sur de la modulation, on est vraiment sur du classique 35 heures par semaine. Jusqu'à présent, on avait le réflexe qu'à partir du moment où il allait être en congé 2 jours cette semaine-là, s'il fait des heures supplémentaires à la fin de la semaine, entre guillemets, c'est-à-dire s'il dépasse sa durée du travail de 7 heures journalières pour les 3 derniers jours, on ne comptabilisait pas, on ne considérait pas que c'était des heures supplémentaires qui devaient être payées au taux majoré. Parce que le Code du travail nous dit, non, il faut du travail effectif pour que ce soit comptabilisé comme des heures sup. Et là, cet arrêt vient nous dire non, ce n'est pas du tout la bonne application, en tout cas au niveau européen. Au niveau européen, ce n'est pas la réglementation, même si le salarié est en congé payé le lundi et le mardi, si le mercredi, le jeudi, le vendredi, il réalise plus de 7 heures par jour, ce sont des heures supplémentaires qui doivent être traitées comme des heures supplémentaires. Donc là, au niveau du paramétrage de la paie, effectivement, il va falloir, si ce n'est déjà fait, modifier les choses. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est juste une jurisprudence, ça ne fait pas loi pour le moment. Non, ça c'est sûr. Effectivement, la jurisprudence n'est jamais normalement créatrice de droit. Mais on peut imaginer, compte tenu de la mouvance actuelle que lorsqu'on va devant, quand on est employeur et lorsqu'on va devant une juridiction du fond ou une cour d'appel, voire la Cour de cassation, vu ce qu'elle a, voir la Cour de cassation, ce qu'elle a rendu comme arrêt, eh bien, il est évident qu'ils vont appliquer, les juges du fond vont appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation et vont considérer que ce sont des heures supplémentaires qui doivent être payées comme telles ou qui doivent être pris sous forme de repos si jamais c'est le cas dans votre entreprise. Donc, je vous invite à être vigilant. En ce qui concerne la rétroactivité de cet arrêt, normalement, le salarié
il a 3 ans en arrière pour demander un rappel de salaire à partir du moment où il a connaissance de son droit. Donc, on est potentiellement sur une possibilité d'avoir une demande sur 3 ans en arrière par rapport à aujourd'hui, en tout cas le jour de sa demande, pour pouvoir bénéficier de la majoration des heures supplémentaires qu'il aurait éventuellement réalisées les semaines où il était en congé payé. Est-ce que je suis claire? Ouais, pas de questions sur le sujet? Bon, c'est parfait. Ensuite, le deuxième arrêt du même jour qui concerne cette fois-ci le droit au report de congé pendant que le salarié est en congé et qu'il tombe malade. Donc ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Il part en congé, il tombe malade pendant ses congés. Bon, en principe, jusqu'à présent, sauf certaines entreprises qui étaient avant-gardistes, on partait du principe que c'était tant pis pour lui. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, c'était ce qui était un peu prévu dans le Code du travail. Bon, et par la jurisprudence. Eh bien, la revirement de jurisprudence, c'est tout l'inverse qui se produit. Alors, ce n'est pas un droit absolu. Hein. Il faut bien évidemment que votre salarié vous justifie qu'il est bien en arrêt maladie pendant son congé. Et à ce moment-là, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, avec les réserves que j'ai émises avant, c'est-à-dire que normalement, c'est pas créatrice, que la jurisprudence n'est pas créatrice de droit, mais bon, voilà, je vous invite quand même à l'appliquer. Et si le salarié vous justifie de son arrêt maladie en bonne et due forme, eh bien, il va avoir droit au report de ses congés. Alors après, c'est les modalités pratiques. Comment on fait ? Est-ce qu'on a le droit finalement de lui imposer de les prendre à l'issue de son arrêt maladie ? Est-ce qu'on part du principe qu'on applique la loi de 2024 concernant les 15 mois de report à compter de la fin de son arrêt maladie et du moment où on va l'avoir informé, etc. Ça, l'arrêt ne nous donne pas de réponse. Mais peut-être que la logique, si vous avez déjà mis en place une note dans l'entreprise ou en tout cas un usage par rapport, enfin en tout cas, voilà, c'est peut-être de le compléter, de compléter l'engagement unilatéral ou l'usage que vous faites dans l'entreprise, c'est de dire, moi, c'est quand vous tombez malade en fonction de ce qui vous arrange par rapport à votre activité et votre organisation, mais c'est de dire, moi, quand vous tombez malade pendant votre congé payé, déjà, vous avez 48 heures grand maximum pour en justifier. Sinon, voilà, je considère que ce n'est pas valable. Et en fonction, soit vous leur imposez de les prendre à l'issue de l'arrêt maladie, soit vous partez du principe qu'il a 15 mois, que ça vient s'ajouter au report classique qui actuellement est mis en place par la loi, et vous appliquez la même règle. Voilà, ça c'est à vous de voir, mais je pense qu'il est très important de définir aujourd'hui, tant qu'on n'a pas une nouvelle loi éventuellement, et je ne suis pas sûre que ça fasse l'objet d'une nouvelle loi, que ça vienne modifier le Code du travail là-dessus, qui se saisissent de ça comme ils se sont saisis des jurisprudences de 2023, mais qu'on parte du principe qu'il faut vous organiser aujourd'hui pour éviter trop de dérives. Voilà, c'est mon conseil. Après, voilà. Peut-être que vous avez un autre point de vue et un autre mode de fonctionnement. Et pareil, par rapport à la prescription, on est sur... là, c'est plus compliqué parce que la directive, normalement, la prescription, elle est rétroactive au 1er décembre 2009. Donc, voilà. Mais à mon avis, c'est plus que limité parce que ça, c'est que de la théorie. Oui, 5 minutes ? Ah ouais. Ça va être compliqué. C'est que de la théorie parce que les salariés qui ont conservé depuis tout ce temps l'ensemble de leurs congés, qui savent exactement à quelle date ils sont partis en congé, à quelle date ils sont tombés malades pendant leur congé. Bon. Et si on part du principe qu'ils ont 48 heures pour en justifier, c'est trop tard. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il faut prévoir les choses pour l'avenir, ça c'est sûr. Alors,
une information concernant la discrimination syndicale. Sachez qu'aujourd'hui, la discrimination syndicale cause nécessairement un préjudice aux salariés. Donc, il suffit à un délégué syndical ou à un représentant de venir dire « je suis victime de discrimination ». C'est à vous, en cas de contentieux, c'est à vous, employeur, de justifier qu'il n'est pas victime de discrimination. Et lui, pour le moment, en tout cas, en premier lieu, il n'a rien à prouver et il n'a pas à prouver de préjudice. D'accord ? Donc, non seulement vous devez justifier qu'il n'est pas victime de discrimination, et vous devez également, voilà, pour pouvoir pour que le juge considère qu'il n'y a pas de préjudice. Harcèlement. Ah oui, alors ça, c'est un arrêt important. On est sur le cas d'une jeune femme qui a été victime de harcèlement sexuel de la part d'un de ses collègues. Elle a alerté, bien évidemment, à plusieurs reprises son employeur. Et l'employeur avait déjà fait diligenter une enquête sur le salarié incriminé, mais pas nécessairement uniquement sur ces faits et suite à cette dénonciation. Et il avait pris pas trop de mesures de sanctions. Il avait juste fait une lettre d'observation aux salariés incriminés. Et puis, il avait demandé à la salariée harcelée, finalement, de changer de poste et puis d'aller travailler ailleurs. Bon, comment vous dire, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a saisi le défenseur des droits et qui a rendu un avis en disant, mais non, à partir du moment où vous avez un salarié qui se plaint de harcèlement, qu'il soit sexuel, moral, quoi que ce soit, il faut qu'il y ait une enquête dédiée par rapport à cette plainte. Même si quelques semaines avant, quelques mois auparavant, vous avez fait une enquête globale qui révèle effectivement un comportement inadapté d'un salarié, ce n'est pas suffisant. Et donc, vous manquez à votre obligation de préserver la santé et la sécurité de vos salariés. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, enfin en tout cas c'est ce que je vous recommande, c'est soit une enquête interne, soit une enquête diligentée par un organisme extérieur, mais dès que vous avez une plainte, il faut agir. Sinon, vous faites sanctionner systématiquement. OK. Alors, insuffisance professionnelle, confirmation de jurisprudence. Lorsque vous voulez reprocher à un salarié une insuffisance professionnelle, vous devez pouvoir justifier que vous avez pris tous les moyens et toutes les mesures nécessaires pour accompagner le salarié pour qu'il ne soit pas en insuffisance professionnelle. Je vous rappelle que l'insuffisance professionnelle, ce n'est pas une sanction, enfin en tout cas le licenciement pour insuffisance professionnelle. Quand on est en insuffisance professionnelle, ce n'est pas de la sanction disciplinaire. C'est une cause réelle et sérieuse de licenciement et on doit faire impérativement la différence entre une sanction et l'insuffisance professionnelle. Et quand on est sûr de l'insuffisance, il faut justifier que vous avez pris toutes les mesures pour accompagner le salarié, pour lui éviter qu'il soit en carence. Sinon, c'est du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Autre arrêt également important, enfin, que je trouve assez intéressant, c'est qu'on vient vous dire le licenciement pour faute grave reste possible en cas de rupture conventionnelle. Alors là, on était sur un cas un peu particulier. On signe une rupture conventionnelle en début d'année et puis avec une prise d'effet en juin. Alors déjà, 6 mois de délai, moi je trouve ça un peu long. Ce n'est pas ce que je préconise à mes clients. Si on veut un peu décaler la date de rupture du contrat, maxi 3 mois, mais vraiment pas plus. Et là, entre-temps, entre le moment où la rupture est signée, le délai de rétractation est expiré, la convention est homologuée, mais dans la convention, il est prévu que la date de rupture prendra effet que bien plus tard. L'employeur découvre des faits répréhensibles commis par le salarié, notamment, là encore une fois, on est sur du harcèlement sexuel, et décide de le licencier pour faute grave. Et la Cour a validé le licenciement faute grave. Donc ça veut dire que procéduralement, tant que la rupture n'est pas intervenue, on peut faire une procédure disciplinaire via un licenciement faute grave. Et en revanche, à partir du moment où la rupture est homologuée par l'administration, le salarié, même licencié, va avoir droit à son indemnité de licenciement. Et là, en l'espèce, l'enjeu était important puisque son indemnité était de 68 000 €. Donc effectivement, il allait perdre gros si jamais le licenciement faute grave était validé avec annulation du versement de l'indemnité. Et voilà, je pense que j'ai à peu près respecté mon timing.
Je suis désolée, j'ai été très vite. Merci beaucoup.